Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité d'économie sur France 24. Depuis la mort d'Oussama Ben Laden, il est tentant de décréter la fin de l'ère du 11 septembre et pourtant, 10 ans après, le traumatisme est vivace. On a beaucoup parlé de la fin de l'innocence américaine. Le 11 septembre marque un changement d'époque. Les chocs sont devenus globaux, qu'il s'agisse des attentats, de la crise économique de 2008 ou encore de la catastrophe de Fukushima. Tous ont désormais une résonance planétaire. Alors que reste-t-il de 9/11 ? On en parle avec Denis Kessler, PDG de Score, 5e réassureur mondial. Bonjour et merci d'être avec nous ce soir. Alors 150 personnes travaillaient, d'après ce que j'ai lu, 150 personnes de votre groupe, la Score travaillait au 23e et 24e étage de la deuxième tour du World Trade Center. Vous n'étiez pas à New York. Comment avez-vous appris la nouvelle, Denis Kessler ? Alors tous les assureurs et réassureurs du monde entier se réunissent à Monte-Carlo chaque année et ils étaient tous présents à Monte-Carlo au moment de l'attentat. Et donc nous n'avions quasiment aucune nouvelle puisqu'on a vu les images en boucle et que quasiment les télécommunications étaient coupées immédiatement. Et donc c'est assez incroyable puisque les grands courtiers mondiaux, les grands assureurs, les grands banquiers qui étaient présents n'avaient aucune nouvelle de leur personnel. En ce qui concerne la société Score, on a su que 2 jours plus tard qu'on n'avait aucune victime, 150 personnes. Vous l'avez su 2 jours plus tard, donc pendant 2 jours il n'y avait aucune nouvelle de ces 150 personnes. Ils étaient au 23e, 24e étage, la tour a commencé à être atteinte, a commencé à brûler, ils ont descendu les escaliers, ils sont arrivés sur le parvis, et là, les agents de sécurité leur demandaient de remonter dans la tour pour permettre l'accès des services de secours et des pompiers. Et la réaction de mon directeur des relations humaines a été: n'obéissez pas, ne remontez pas dans la tour, fuyez, courez. Et tout le monde est parti sans coordination. On a su seulement 2 jours plus tard que chacun avait rejoint qui sa famille, qui un ami, qui un abri. Il les a sauvés, là. En tout cas, il a eu la bonne réaction. C'était une réaction absolument extraordinaire et c'est difficile de ne pas obéir, sachant la panique totale. Vous pouvez vous imaginer la situation sur le parvis, alors même que la tour est en train de brûler. C'est-à-dire que la première tour était par terre et la seconde est en train de brûler. Et tous sains et saufs, au final. Tous ont été sains et saufs, ce qui n'avait pas été le cas, malheureusement, des 3000 victimes, où il y avait beaucoup de monde de l'assurance et de l'assurance qui était dans ces tours. Alors cet attentat marque-t-il pour vous un changement d'époque, Denis Kessler ? Quels sont les enseignements que vous pouvez en tirer ? J'ai toujours qualifié le 11 septembre d'un acte de guerre en temps de paix, puisqu'on était en paix, je veux dire, au sens où il n'y avait pas de déclaration de guerre, il n'y avait pas de conflit interétatique, et tout d'un coup vous avez un véritable acte de guerre, puisque 3000 victimes sur le sol américain. Alors ça a été un retentissement mondial, puisque c'est quasiment la première fois qu'un acte de guerre se passait sur le sol américain. Donc ça, c'était justement, ça montrait la vulnérabilité américaine pour la première fois. Voilà, ça a changé entièrement, l'esprit aux États-Unis, puisque ça signifie que désormais les États-Unis étaient vulnérables. Et ce sentiment de vulnérabilité est quelque chose qui est extrêmement angoissant pour les peuples, pour les dirigeants, et ça a changé vraiment la vie politique américaine. D'ailleurs, toutes les années 2000 ont été dominées par cette lutte contre le terrorisme. Vous avez vu les conséquences en Irak, puis les conséquences en Afghanistan. Les luttes contre le terrorisme. Et alors, est-ce que les mécanismes de propagation finalement ont changé depuis les attentats du 11 septembre ? On se retrouve justement dans un monde soudainement globalisé. Il y a les attentats du 11 septembre, puis derrière il y a eu la crise de 2008, on pense aussi à la catastrophe de Fukushima, qui sont des événements totalement globaux. Comment est-ce que vous évaluez aujourd'hui ce type de risque, vous ? Ça a été sans doute un des premiers grands chocs qui a affecté la planète au moment de la globalisation. La répercussion a été immédiatement mondiale. L'onde de choc s'est déployée dans le monde entier et a eu des conséquences qu'on voit encore aujourd'hui. J'ai cité les conflits qui continuent à l'heure actuelle, mais par exemple la politique de M. Greenspan, juste après les attentats, a été d'essayer d'empêcher patron de la Fed de l'époque, une récession aux États-Unis. Il a mené une politique de taux d'intérêt extrêmement bas et qui a donné lieu à cette formidable bulle de crédit qui a éclaté en 2007 et qui explique en partie la crise aujourd'hui. Donc vous voyez que les conséquences économiques et financières de ces attentats concernent la planète entière
il n'y aurait pas eu ces attentats, je suis convaincu que la politique monétaire américaine aurait été différente, moins accommodatrice, moins supportive, comme on dit dans le jargon, et ceci aurait Donc changé. peut-être pas de crise de 2008, il n'y avait pas eu les attentats du 11 Oui, septembre. autre Denis Kessler. exemple, dès que les attentats du 11 septembre ont eu lieu, le déficit américain a commencé, le déficit public, budgétaire a commencé à enfler parce qu'il a fallu Dépenses financer militaires. évidemment les dépenses militaires. Et donc on est rentré dans le ralentissement économique dans une situation de très grand déséquilibre déjà existant, monétaire et budgétaire. Donc finalement, ça a géré la crise économique de 2008. Quel a été l'impact sur Score, sur le groupe? Alors malheureusement, nous avions 10% de l'assurance de ces deux tours. Il y a eu un grand débat avec beaucoup de procès pour savoir s'il y avait un ou deux événements. Dans notre jargon, on est engagé pour un événement. Et savoir qu'il y avait deux tours et deux avions, est-ce que c'était un seul même événement ou deux événements? Au total, ça a coûté en brut... Donc ça a été deux événements finalement? Finalement deux événements. Et ça a coûté au groupe que je dirige en brut à peu près $1 milliard. Ce qui est beaucoup d'argent. Le groupe était en difficulté. En 15 minutes, vous perdez $1 milliard en 15 minutes. Ça a mis ma société dans une difficulté extrême. Il a fallu recapitaliser le groupe pour pouvoir continuer d'exercer notre métier. Est-ce que finalement ça a changé le modèle de réassurance, ces attentats du 11 septembre, Denis Kessler? Tout à fait, puisque tout de suite après, on a découvert que beaucoup de pays n'avaient pas de dispositif public d'assurance des risques de terrorisme. La France a mis en place, d'ailleurs un peu à mon initiative, dès la fin de l'année 2001, un dispositif qui existe toujours et qui fait que tous les Français sont assurés au cas où il y aurait un attentat terroriste. Donc ça a totalement modifié la couverture du risque terroriste. Et il y a eu un grand débat aux États-Unis sous l'ère Bush, mais ils ont mis 2 ans et ils ont fini par mettre un dispositif public là aussi américain qui fait que l'État se reconnaît responsable lorsque un grand attentat survient et prend à sa charge, au-delà de ce que prennent les assureurs, le coût des attentats. C'était le cas également, par exemple, en Espagne ou au Royaume-Uni. Donc ça a changé quand même l'idée, la vulnérabilité des citoyens à ce type d'événement a poussé les politiques à prévoir des dispositifs de couverture. Est-ce qu'on n'a pas l'impression justement que les politiques sont un peu, en tout cas peut-être pas désemparés, le terme est un peu fort, mais un petit peu désarmés face justement à ce nouveau type de choc, qu'il soit justement des attentats, les attentats du 11 septembre ou un choc économique comme celui de 2008 ou encore Fukushima? C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a l'impression, et c'est partagé par beaucoup de citoyens, d'une succession de chocs de toute nature. Ça peut être des catastrophes naturelles, on l'a vu avec le grand tremblement de terre du Japon ou de celui qui a frappé la Nouvelle-Zélande. Puis de temps en temps, c'est un autre choc. Par exemple, ça a été la grande sécheresse en Russie et l'explosion du prix des céréales. Et puis après, c'est encore un troisième choc, c'est la plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique et qui vient faire une marée noire qui a atteint toutes les côtes. Donc on a l'impression de partir d'un choc à un autre, de toute nature, économique, financier, politique, naturel, technologique. Et à chaque fois, on a l'impression que les gouvernants, les pouvoirs publics, sont pris un peu par surprise et sont amenés à réagir dans des conditions d'urgence, de temps en temps d'urgence absolue, à des chocs qui déstabilisent leur pays et le monde. Difficile en fait d'estimer une catastrophe encore aujourd'hui. Oui, tout s'enchaîne souvent. C'est aussi une nouveauté, c'est-à-dire que quand vous avez une catastrophe naturelle, elle se transforme en catastrophe technologique avec les centrales nucléaires. Et puis après, vous voyez que c'est une catastrophe économique parce que les usines cessent de produire, les usines produisent pour d'autres usines, on livre plus les pièces détachées aux États-Unis, ces mêmes entreprises aux États-Unis commencent à avoir des difficultés. Les conséquences donc, en fait sont beaucoup plus rapides et elles atteignent tous les domaines, voilà, économiques, politiques. Dans tous les domaines et en plus dans le monde entier, puisque la globalisation, c'est l'interconnexion des pays les uns avec les autres. Et donc, avant, une catastrophe frappait un pays, mais le pays était peu en relation économique, financière avec les autres pays. Prenons l'exemple, par exemple, toujours du Japon. Lorsque ce grand événement est survenu, les Japonais ont rapatrié les avoirs qu'ils avaient en dollars, évidemment pour financer le coût de la catastrophe. Et immédiatement, le yen s'est envolé et on a déséquilibré les parités d'échange pendant la période qui a suivi ce grand événement. Donc voilà, l'interconnexion du monde, l'intégration des pays les uns avec les autres fait qu'un problème qui se pose dans un endroit du monde va rentrer en résonance avec tous les pays et atteindre finalement les citoyens français, alors même que ça se passe à quelques milliers de kilomètres de chez nous. La crise des dettes européennes, est-ce que c'est le choc, nouveau choc actuel ? Sans doute, vous voyez, l'euro, c'est en fait une interconnexion des pays, puisque nous avons une monnaie commune.
Et les difficultés de l'un de ces pays, à l'heure actuelle, eh bien, affectent toute la zone euro, tous les pays de la zone euro. La Grèce a une difficulté, mais vous voyez les débats, vous voyez à l'heure actuelle le jeu des marchés, qui fait que cette difficulté particulière eh bien, est en train à l'heure actuelle de concerner la France, de concerner l'Espagne, l'Italie, que sais-je encore. Et donc c'est un exemple très évident à l'heure actuelle des conséquences de l'interconnexion du monde. Quand on regarde la situation de la Grèce, on n'est pas très rassuré à l'heure actuelle, compte tenu du fait que l'activité économique est déclinante, que les recettes publiques sont extrêmement faibles. Et pour le moment, c'est vrai que beaucoup d'observateurs commencent à considérer que la Grèce aura beaucoup de difficultés à rembourser, même après qu'on ait accepté de ne pas être remboursé entièrement de ce qu'on lui avait prêté. Dernière question, Olivier Kessler, y a-t-il un risque de récession mondiale avant la fin de l'année, selon vous? Alors malheureusement, l'économie à l'heure actuelle est une économie en stagnation au niveau mondial. Quand on regarde les indicateurs, en Europe, c'est une stagnation. Aux États-Unis, c'est également une stagnation. Et il y a une probabilité croissante que cette stagnation puisse éventuellement se transformer en une récession. Alors, on n'en est pas là, mais très honnêtement, le news flow, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire toutes les nouvelles qui arrivent du monde économique, semblent montrer que on n'est pas sorti de la crise. Je crois que c'est le message principal. Nous sommes loin d'une sortie de la crise. On croyait l'année dernière que tout était reparti comme avant. Pas du tout. Parce qu'il y a des situations et des équilibres à résorber. Ça prendra du temps, je l'ai toujours dit. Et ne croyons pas que d'un coup de baguette magique ou d'un coup de baguette budgétaire, on peut sortir d'une crise aussi profonde. Donc il faut dire aux citoyens que le temps de la crise va être long. Merci beaucoup, Denis Kessler. Et merci à vous d'avoir suivi l'invité de l'économie. Restez avec nous sur France 24.